Deuxième vidéo dans ma perruque. Je n'arrête pas et je n'arrive pas à la lâcher. J'aime trop. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, hein. C'est pas mes cheveux naturels, je sais. C'est peut-être pas super beau, mais je voulais tester un petit peu de nouveauté. Cette vidéo, ça va être un freebooks, un grand freebooks, dans lequel je vais vous présenter des livres que j'ai envie de lire et d'autres juste peut-être garder, je ne sais pas, parce que je les aime beaucoup. Même s'ils sont gratuits, on s'en fout, ou si je les avais payés, même, je les aurais gardés de toute façon, parce qu'il y a des vieux livres. J'abaisserai la tête de caméra pour vous présenter les vieux et en parler un petit peu plus. Du coup, ça sera ces deux-là. C'est l'encyclopédie des mots historiques. Ça me donne trop envie de vous en parler également dans des vidéos peut-être séparées. Et là, c'est le tome 2. Je ne sais pas combien il y en a en tout, mais pour l'instant, j'ai celui-ci. Et puis, également, ce livre-là, qui est très beau, Georges Bernanos, Journal d'un curé de campagne aux éditions Plomb. Il est très beau, il est très vieux. Je vous présenterai ça en abaissant la tête de caméra. Alors, je vous montre donc ces deux vieux livres. On va commencer par le plus récent, celui-ci, que peut-être que je vous ferai découvrir aussi un jour, je ne sais pas, on lira peut-être ensemble. Donc, Encyclopédie des mots historiques, qui se présente comme ceci. Un tome 2. Le tome 2, pardon. C'est pas Livre du mois, les éditions? Non, c'est by Historama. On ne connaît pas. 1970. Nous avons ici même pas 300 pages. Bon, ils sont très humides. Hein. Regardez-moi comment il est beau. On a type carte postale comme ça entre les pages. J'aime beaucoup ces lettres travaillées comme ça. Je ne sais plus comment on appelle ça. Comme dans les contes, vous voyez. Et donc, par exemple, là, bah tiens, Guillaume. Guillaume Ier, roi de Prusse, 1er septembre 1870. Oh, les braves gens! Les désastres de la guerre de 1870 furent dus à l'impréparation des armées et à la défaillance du haut commandement, particulièrement de Napoléon III, 1808-1873, qui n'avait pas hérité la moindre parcelle du génie militaire de son oncle. Mais quand elles furent bien encadrées, les troupes montrèrent les qualités guerrières traditionnelles en France, Reichshoffen, Saint-Privat, Coulmiers, Sedan. C'est au cours de cette dernière bataille que le roi de Prusse reconnut lui-même l'héroïsme de ses ennemis. De la colline où il observait les opérations, le roi vit les charges épiques de la cavalerie française, conduite d'abord par le général Marguerite 1823-1870, qui fut tué dans l'action, puis par le général de Gallifet 1830-1909, se succédaient tout le long du 1er septembre 1870 et s'acharnait pour briser l'encerclement de l'armée de Sedan, commandée par l'empereur lui-même. Émerveillé, Guillaume Ier, 1798-1888, prince militaire avant tout, ne put s'empêcher de s'écrier « Oh les braves gens !» Tant d'héroïsme ne fut pas récompensé. L'armée française ne réussit pas à la percer. Le lendemain de septembre, Napoléon III capitulait sans condition. Voilà, donc ici on va découvrir ce type de choses. Hein. On va parler de l'histoire au final, de chacun de ces personnages qui ont représenté quelque chose dans l'histoire de France. Victor Hugo, vous voyez, H. Gloire à notre France éternelle, ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Oui, donc voilà, c'est assez intéressant, ça fait partie de l'histoire, donc on a ici des gens, aujourd'hui ce sont des personnages historiques à découvrir. Voilà, donc très intéressant. Je vais le sécher par contre sur le radiateur parce qu'il sent pas bon et très humide. Et puis celui-là, moins militaire, mais reste aussi ancien, très ancien même. Il est des années 1936, je crois. Il me semble que j'avais vu ça. Donc ici, on parle de Georges Bernanos, ici donc, qui est mort le 5 juillet 1948, était né à Paris le 20 février 1888, d'une famille rattachée à la Lorraine et à l'Espagne. Certains de ses ancêtres vécurent longtemps à Saint-Domingue et ne regagnèrent la France qu'à la veille de la Révolution.
Il fit ses études au collège de la rue de Vaugirard et au petit séminaire de Bourges, obtint sa licence de lettres et sa licence en droit. Son activité littéraire commença dès 1933 alors qu'il dirigeait à Rouen un petit hebdomadaire, l'Avant-Garde. Il eut longtemps son port d'attache à Bar-le-Duc, mais ses occupations d'inspecteur de la compagnie d'assurance La Nationale l'obligeaient à beaucoup voyager. C'est au cours de ces quoi? On a la suite ici peut-être? Déplacements laurés qu'il écrivit son premier roman Sous le soleil de Satan qui parut en avril 1926 dans la collection Le Roseau d'or, devait lui apporter la notoriété. L'imposture, son deuxième roman paru en 1928 et fut suivi en 1929 par La Joie, qui lui a valu le prix Femina. Ayant quitté sa compagnie d'assurance et commença avec sa nombreuse famille une existence de nomade, après avoir vécu à Bagnères de Bigorre, à Clermont-de-L'Oise, à Toulon, à Hyères, et s'installa en 1935 à Majorque. Il y resta 3 ans. Il écrivit parallèlement à Un crime et à Un mauvais rêve qui vient seulement de paraître en librairie. Le journal d'un curé de campagne, ce chef-d'œuvre auquel l'Académie française décerna son grand prix de roman 1936, la guerre d'Espagne lui inspira un terrible réquisitoire qu'on peut considérer comme une œuvre prophétique. Les grands cimetières sous la lune en 1938, qui fut précédé en 1937 d'un roman Nouvelle histoire de Mouchette. Peu après Munich, il se fixa au Brésil où il devait passer toute la guerre. Il regagna la France en 1945, fit paraître Monsieur Wynne et partit de nouveau pour la Tunisie, d'où il ne devait revenir que malade, quelques semaines avant sa mort. C'est contre la bassesse, la cruauté, le mensonge qu'il a élevé sa voix tonnante. Mais il n'a rien d'un théoricien ni d'un doctrinaire. C'est un visionnaire, un insurgé, un protestaire, comme l'a nommé Luquetan dans le premier ouvrage de synthèse qui lui a été consacré, Présence de Bernanos. Son style admirable de fermeté, d'originalité et de couleur est celui d'un très grand écrivain. Voilà. Donc nous sommes ici aux éditions Plomb, donc 1936, je viens de vous le confirmer. La jaquette est très très abîmée, elle se décompose. Néanmoins, le livre est plutôt, ça va, pas mal conservé. Je ne sais pas à qui appartient cette signature, sûrement pas à lui, je pense pas. Le livre est relié, Journal d'un curé de campagne. Je ne sais pas si ça vous donne envie qu'on lise des livres de ce type-là, des vieux livres comme ça, je ne sais pas, dites-le moi. Mais en tout cas, voilà comment il se présente, il est super sympa, j'aime beaucoup. Après, il faut lire pour voir est-ce qu'il est intéressant ou pas. Mais aujourd'hui, comme on a toujours en train de découvrir les nouveautés, pourquoi pas de découvrir de nouveau ou de redécouvrir ou bien de découvrir des anciens livres, anciens éditeurs, anciens écrivains, auteurs, enfin voilà. Donc voilà concernant ce journal. Non, on va passer à tout ce qui est ici. Et là, on va retrouver Génitrix de François Mauriac. Ça me parle, cet auteur. Je pense que c'est un grand classique, mais je connais absolument pas ce livre. Je pense que c'est très trompeur, malgré qu'il soit très très fin. À mon avis, ça doit être quelque chose d'assez dense. On va regarder le résumé sur le téléphone, puisque là, il n'y a pas de résumé du tout. Alors, on a Génitrix, ou Génitri, je ne sais pas comment on prononce, il y a un X à la fin. Roman de François Mauriac. C'est un roman publié en décembre 1923 aux éditions Grasset. Là, nous sommes aux éditions Livre de Poche, puisque c'est un petit format. Nous avons ici même pas 200 pages. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Résumé. Oula, c'est un gros résumé. Oulala. Oulala. Soyez prêts. Donc, Mathilde Cazenave agonise dans son lit, atteinte d'une infection provoquée par une fausse couche tardive. Sa belle-mère, Félicité Cazenave, née Pelloyère, la déteste de tout son être depuis qu'elle a épousé son fils Fernand, pourtant âgé de 50 ans. Elle laisse le sort à son affaire et ne lui vient pas en aide, souhaitant profondément la mort de sa bru afin de posséder de nouveau totalement son enfant trop et mal chéri. Au petit matin, la jeune femme est morte. Réalisant qu'il vient de perdre la seule personne qui lui apportait un souffle de vie dans son confinement familial oppressif, Fernand commence à vouer un culte
intérieure à son épouse. Après pourtant l'avoir repoussée et méprisée pendant des mois lorsqu'elle était vivante, au point de réinvestir sa chambre d'enfant mitoyenne de celle de sa génitrice sous l'influence de sa toute-puissante mère divinisée, possessive et manipulatrice. Alors que Félicité Cazenave pensait retrouver son fils au creux de son épaule, Fernand s'enferme dans la chambre de sa défunte femme, ne mange plus et repousse les approches de sa mère. Félicité ne supporte pas cette victoire ultime de la morte qui dresse pour la première fois une forteresse imprenable entre elle et son fils. Bien qu'usant de différentes tactiques, joints sur le chantage affectif et la domination parentale, elle ne reconquiert pas Fernand. Et victime d'une attaque cérébrale qui la laisse paralysée dans un fauteuil hémutique, finit par succomber quelques mois plus tard. Fernand se retrouve seul en tête à tête avec la vieille bonne de la famille, Marie de la Dosse. Ne souffrant pas de la mort de sa mère, il est toujours envahi du chagrin de la perte de sa femme avec laquelle il n'avait pourtant rien construit. Mais cet amour posthume s'éteint pourtant peu à peu avec la mort de sa mère. Là, on a un petit extrait. Il existe des hommes qui ne sont capables d'aimer que contre quelqu'un. La vieille servante obtient la faveur de faire venir son petit-fils Raymond dans la maison, puis ses parents prenant petit à petit possession des lieux. Après un premier temps durant lequel Fernand projette inconsciemment sur Raymond la potentialité de l'enfant qui n'était pas advenu, il en vient à haïr la famille de sa servante et chasse violemment tout le monde dans un ultime soubresaut de sang pelloyère. Voilà, je vous dis que ça va être très très dense et intense. Voilà. Ça me donne envie de découvrir. Ensuite, nous avons ici Bernard Clavel, sans surprise, j'ai retrouvé un autre Bernard Clavel, La retraite au flambeau. C'est un roman aux éditions Albin Michel, il est quasi neuf en fait, voilà. Nous sommes ici, il est assez aéré quand même, Nous sommes ici, même pas 200 pages, 171. Été 1944, tout ce que j'aime, les années de la Seconde Guerre mondiale, ça me plaît beaucoup lire. Un petit village du Jura. Derrière ses volets clos, Ferdinand Bringuet, mécanicien retraité des chemins de fer, observe la débâcle des Allemands. Est-ce la fin de la guerre? Comme le soleil des morts, La retraite au flambeau est un roman hanté par la violence en même temps qu'habité par l'amour. L'impitoyable réquisitoire contre la guerre, cette œuvre grave est une magnifique réflexion sur l'âme humaine, le sens de la justice et de la culpabilité. Aucun combat n'est équitable, et il n'y a ni vainqueur ni vaincu, semble nous dire Bernard Clavel. Seulement des hommes qui meurent. Tristonné. Et puis, nous avons ici Continué de Laurent Mauvigné, un roman aux éditions de Minuit. Je viens de vendre un roman aux éditions de Minuit qui s'appelait L'homme blessé. Et écoutez, j'ai envie de découvrir cette édition. Je connais absolument pas, ça ressemble beaucoup à Albin Michel, la présentation, ou Flammarion. Mais je connais absolument pas. Donc il est à peine un peu plus de 200 pages, on est à 238 pages là. Je pense que ça va être quelque chose d'assez poétique, philosophique peut-être. Je pense que ce sont des éditions de ce style-là. Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Comment en est-elle arrivée là? Comment a-t-elle pu laisser passer sa vie sans elle? Si elle pense avoir tout raté jusqu'à aujourd'hui, elle est décidée à empêcher son fils Samuel de sombrer sans rien tenter. Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kyrgyzstan afin de sauver ce fils qu'elle perd chaque jour davantage et pour retrouver peut-être le fil de sa propre histoire. Très intéressant. Ensuite, j'ai Agnès Ledig. Je ne sais pas si j'en ai un ou deux livres d'elle ou aucun, mais en tout cas j'entends souvent parler d'elle. Et j'ai envie de découvrir cette autrice, de tes nouvelles, ça s'appelle. Aux éditions Albin Michel, c'est un roman. Il est un peu souffert, vous voyez, quand ça s'ouvre, ça se casse la figure. Nous sommes ici à peine à 340 pages. Anna Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d'union. Entre Eric, son père, et Valentine, les a accueillis quelques mois plus tôt par un soir de rage et de détresse. Maintenant qu'Eric et Anna Nina sont revenus chez Valentine, une famille se construit jour après jour au rythme des saisons. Un grain de sable pourrait cependant enrayer les rouages de cet avenir harmonieux et longtemps désiré. Depuis juste avant le bonheur, son premier succès Agnès Ledig,
c'est trouver les mots justes pour exprimer les émotions qui bouleversent secrètement nos vies. Son nouveau roman vibre d'énergie et de sensibilité à l'image de ces personnages, héros du quotidien qui ne demandent qu'à être heureux. Voilà, bon, je pense que ça va être quelque chose d'assez tristouné, histoire de famille. Ensuite, j'ai trouvé ce livre aussi, il est quasi neuf en fait. Et je connais pas non plus cet auteur, mais ça ressemble beaucoup à une autobiographie, quelque chose comme ça, mais j'aime beaucoup les autobiographies. Pourquoi pas découvrir celle-ci aussi. Il est très très imposant, il est très gros ce livre. Donc c'est aux éditions Gallimard, et c'est sa biographie Gallimard, Jacques Prévert, par Yves Courrière. Voilà, il est énorme, il est trop lourd. Peut-être comme sa vie, je ne sais pas. On est à peu près à 700 pages ici. Bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre. T'as de beaux yeux, tu sais. Souviens-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Ces répliques et ces vers flottent dans toutes les mémoires. Mais on ne sait pas toujours qui sont de Prévert, ni quel homme fut l'auteur avec parole du plus grand succès de la poésie française. Né il y a un siècle aux franges un peu bohèmes de la bourgeoisie, ce Parisien typique, anard, élégant, gouailleur et lyrique, commença par exercer divers petits métiers, tels qu'employé fort peu modèle au magasin du Bon Marché, en tant compagnon de route des surréalistes rue du Château, puis des communistes avec la troupe théâtrale du groupe Octobre. La notoriété lui vint au cinéma où, associé à Marcel Carné, il signa le scénario et les dialogues de plusieurs chefs-d'œuvre, Drôle de drame, Le jour se lève, Les visiteurs du soir, Les enfants du paradis. En 1945, Parole, recueil de poèmes publiés au hasard des revues, lui vaut de devenir le poète de l'après-guerre. Rebelle aux appartenances et aux mots d'ordre, Prévert fut cependant l'homme des amitiés. Elle tisse son existence de Marcel Duhamel, le créateur de la série noire, et Yves Tanguy à Picasso, Yves Montand, Simone Signoret. Et autant que son histoire, c'est celle de la bande dont il était l'éblouissant animateur, qu'Yves Courrière fait revivre dans une biographie foisonnante. Sympa. Et puis, le guide de la belle-mère par Anne Romanoff et Anne Bromberger. Quand j'ai vu Anne Romanoff, c'est vendu. J'adore Anne Romanoff. Donc ici, comment la séduire ou faire avec? On est aux éditions Albin Michel. J'ai eu la chance, je ne sais pas, de jamais avoir de belle-mère. Enfin, la chance pour moi et peut-être malchance pour ces gens avec qui j'étais. Quoique, j'en ai eu une, mais on n'était jamais mariés, donc elle avait l'air sympa avec moi, mais bon, on se voyait pas très souvent, donc ça va. Et là, j'en ai pas, donc voilà. Après, je pense que je m'entendrai bien, mais bon, tout dépend des belles-mères. Ici, il y en a beaucoup de dialogues, vous voyez, des textes comme ça, courts. Et donc, c'est très marrant. Regardez-moi la photo d'Anne Romanoff, là, toute jeune. Mariée, alors attendez, combien de pages on est ici? 244. J'ai hâte d'enlever cette perruque, elle me sert, j'en ai marre. Mariée, célibataire ou concubin, nul n'échappe à la belle-mère. Elles sont 500 000 en France. Et si vous n'avez pas encore la vôtre, cela ne saurait tarder. Que faire? Pas de panique. Grâce à Anne Romanoff et à Anne Bromberger, la belle-mère n'est plus un mystère. Glaciale ou libidineuse, envahissante au psycholo, chacune d'entre elles a son point faible. Fruit d'une enquête longue et minutieuse, le guide de la belle-mère vous apprendra à résister à cet élément incontournable de votre couple et même à la séduire. Mieux qu'un traité de savoir-vivre, un véritable manuel de survie. Voilà. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Pensez me dire quel bouquin vous a donné envie d'être lu. Et quel auteur connaissez-vous? Est-ce que vous en connaissez parmi ceux-là? Ou est-ce que vous les connaissez tout simplement mais sans les avoir lus, jamais lus? Est-ce que ça vous donne envie de les lire, etc. Et qu'est-ce que vous lisez actuellement? C'est très intéressant de savoir. Moi, par exemple, je suis en train de lire la saga de Anne, de Virginia C. Andrews. C'est la deuxième saga que j'ai entamée et puis on verra bien ce que j'en pense. Je vous en parlerai une fois terminé dans un point lecture. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!